bonjour et bienvenue à Pacte Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et il n'a ni moustache ni mulet, mais c'est quand même notre maître du rugby. C'est un certain monsieur de 2 mètres, c'est Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas ? Oh bah je vais super bien, mais je vais finir par rougir avec tous ces compliments au début d'épisode. À chaque fois, tu sais, puis t'arrives à te renouveler. Enfin bon, c'est trop. J'ai dit ça parce que j'avais échangé un petit peu avec notre cher Charlie qui avait les deux, le moustache et le mulet. J'avais dit attention, tu deviens australien mon pote. Oui, c'est effectivement un choix capillaire douteux. En général, peut rimer avec l'hémisphère sud et en particulier avec les Australiens qui sont très forts là-dedans. Exactement. Petit moment rugby sympa, hein. J'ai un pote à moi qui était à Italie, qui allait voir le musée de Juventus, et devine qui était là, mais en fait c'était presque toute l'équipe des Nouveaux Z, donc il a pu prendre des photos avec Scott Barrett et le groupe, donc c'est assez sympa comme ça, le monde de rugby est assez petit quand même. Bah oui, pour eux, ils sont en balade en Europe. Pour eux, c'est une petite zone géographique et puis ils tombent sur ton pote, rien que de très normal. C'est important de dire quand même, c'est 4 ans aujourd'hui, le jour qu'on enregistre, depuis la disparition de Christophe Domenici. Dans ce fin de novembre, juste un petit rappel, en fait, de prendre soin de nous et que la santé masculine et la santé mentale est très, très important. Je pense aujourd'hui à Raphaël Poulain, en fait, qui a fait un post aujourd'hui, qui a parlé de l'effet que, il y a 4 ans, lui et Miguel Fernandez et Jérôme Filon, ils ont créé une association, Néo Héros, pour parler exactement de ça, de santé mentale dans le sport. Et au niveau et aussi dans nos vies du quotidien. Je pense qu'il a bien dit, n'attendons pas d'aller mal pour aller bien. La santé mentale, c'est fondamental. Oui, dans ce registre-là, notre soutien à Movember pour le mois de novembre, on le rappelle, donc n'hésitez pas à aller taper sur Movember et sur la page Pack de potes associés. Mais c'est vrai que on oublie parfois, comme le rugby est un sujet de fête, qu'il est pratiqué comme tous les sports par des hommes. Et les hommes, ils ont aussi voilà, leur fragilité. On en voit quelques exemples dramatiques comme celui de Christophe Dominici, qui était un être lumineux avec sa part d'ombre. C'est bien de dire, prenons le temps de prendre soin de nous et aussi de nos amis et de nos proches, et soyons tout simplement bienveillants avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Exactement. Les hommes avec le grand H, bien sûr, les hommes et les femmes. Allez, si on parlait un peu de rugby des plus petites nations, d'abord, tiens, il y a USA, ils sont 3-0 dans leur Hot of Nations, donc ils sont plutôt contents. Ils ont gagné leur dernier match à Madrid contre l'Espagne. Joli match de rugby, 26-23, devant pas beaucoup de personnes, pour être honnête. J'ai vu les clips sur YouTube, mais quand même 3 victoires. Et je pense qu'ils sont 15e maintenant dans le World Rugby Rankings, que tu aimes autant. Ouais, bah écoute, les Américains, de toute façon, ça reste une équipe qu'on aime bien, hein. On est ravis de les voir progresser. Comme on aime bien aussi les Espagnols, on est un peu déçus qu'ils aient pas réussi à les battre, mais ça reste un score honnête. Voilà, c'était visiblement raisonnablement équilibré. Ouais, tout ça avec 2 cartons jaunes aussi. Peut-être le MLR, ça paye finalement. Allez, dans d'autres news, il y a Géorgie qui a battu Tonga 22-7 et Roumanie qui a perdu contre Uruguay quand même 23-21. Ok, Thierry, je propose qu'on enchaîne sur la France quand même. Hein. Oui, t'as raison. On va aller Si t'es directement, d'accord avec moi. directement sur vendredi soir. Allez, on y va. Allez, c'est un vendredi soir et c'est un sacré show maintenant, nos matchs le soir. On a 2 retours, Uni Antonio, le gros, le beau, le barbu. On est content de le voir. Pas de Andrit en ce moment qui est en repos, mais Olivon, il est de retour, donc ça nous fait du bien aussi. Un méga super Marseillaise avec les enfants qui chantent bien fort, c'est fait chaud au cœur. Au niveau de l'équipe d'Argentine, on a Kremer qui a été appelé dans les dernières minutes. On a bien sûr Montoya, le capitaine, et Pablo, I play for my country, Matara, et Malia qui est en 15, qui est plutôt bon en ce moment. Je pense qu'il a fait un bon Autumn's Nations. Le match démarre et dommage, on va perdre Jean-Baptiste Gros très vite. C'est dommage parce qu'il a déjà eu 2 plaquages, je pense, en 3 minutes. Carton jaune contre Montoya qui a fait semblant de jamais entendu parler d'un croque-roll. On est tout de suite chez eux à 5 mètres, mais on avance par nous. Ensuite, on gagne le mêlée, mais petit poussé, pas intelligent par Wardy. Notre track déroule, Fico avec un joli 50-22. C'est Captain Flamand qui va remarquer avec panache. Même à 14, il reste dangereux quand même les Pumas, ils ajoutent 3 points, mais Ramos est là pour faire le même, 10-3. Lancé pas droit, monsieur arbitre. Meafou plaquage haut, Dupont plaquage bas, les Argentins restent collés au score, mais Ramos est toujours là, 13-6. Petit moment faible pour la France, je trouve, avec beaucoup de ballons par terre. Dupont se fait piquer le ballon, mais Ramos avec la norme 50-22.
On perd le touche, Léo Barré to the rescue et Olivon à la charge. Et c'est Villiers qui va marquer cet essai. Je suis pas le seul d'être content pour lui. Dernière passe par Léo Barré. 20-9. Grattage par Meafou, Dupont avec un petit coup de pied. Ramos récupère au centre du terrain avec un coup de pied à suivre pour Louis Bébé, comme d'habitude. Et c'est l'Orset des Argentins qui va faire une bêtise. Essai de pénalité pour nous et carton jaune pour eux. 27-9. On cherche à tuer le match, mais au fou pèse lourd. Barré est dans un bon jour. Ramos ajoute 3 points sur son compteur pour le mi-temps, 30-9. Ouais, 30-9, c'est un score quand même très lourd pour les Argentins. On ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi net et on était un petit peu surpris quand même de cette démonstration de force et de se dérouler 2 points. Je pense qu'il est important de rappeler quand même que les Argentins, eux, terminent leur saison, que là, ils ont été un peu battus et surclassés, surtout sur cette première mi-temps. Mais qu'ils ont battu cet été les 3 nations du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, pendant le Tri Nations. Ils avaient fait jeu égal avec les Irlandais en perdant 22-19 la semaine dernière. Et je pense qu'ils sont arrivés là en étant probablement fatigués, et ça s'est vu. Voilà, je les ai trouvés engagés, mais avec quand même assez peu d'idées, capables de faire des bêtises qui montrent de la tension. L'essai de pénalité, bon, la faute est quand même assez grossière à très haut niveau. C'est quand même dommage de faire des fautes comme ça. Surtout que, bon, tu tentes la faute, tu sais qu'il y a cette pénalité derrière. Autant laisser le gars essayer d'attraper le ballon et de marquer tout seul, peut-être qu'il va le faire tomber. Voilà, je pense que là, honnêtement, c'était vraiment dommage. Ce qu'on a très bien vu dans cette première mi-temps, malgré tout, qui a fonctionné et qui est intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment un plan anti-Dupont quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté de l'embêter, de monter sur les côtés, de le faire déjouer tout le temps, et ça a quand même bien fonctionné. Je pense que de plus en plus, les équipes vont jouer comme ça contre nous, et ça permet aussi d'ouvrir des espaces, de faire d'autres choses, notamment des jeux au pied remarquablement intelligents, et on va voir la suite et la fin de cette deuxième mi-temps, Thierry. Deuxième mi-temps, on a un Gazzotti, le jeune de 20 ans, qui est sur le terrain. Il va être important en défense car il va récupérer un ballon sur notre 1 mètre. L'allié argentin casse son nez sur le bras de Dupont et on pique un touche. Gazzotti encore avec un joli plaquage. Et jolie séquence d'attaque. Villiers et Flamand qui ont jambes, mais au fou pèse très lourd avec des petits courses et des jolies passes aussi. Mais Dupont avec plusieurs en avant. Il est très embêté par le 9 en face. Je voulais mentionner un super plaquage pour Uni Antonio toute seule face à le 15 d'en face. Énorme action pour un pilier quand même. Encore Gazzotti avec un ballon récupéré au bon moment, mais c'est un vrai temps fort pour les Pumas. Carreras traverse le terrain et le pilier argentin va marquer l'essai 30-16. Olivon avec 2 contres à la suite. Et maintenant, c'est Louis Bip Bip encore avec le coup de pied à suivre pour lui-même. Quel automne pour ce jeune homme. 37-16. Les Argentins ne sont pas endormis. Comme contre les Irish, ils jouent beaucoup avec le ballon dans la main. On a du bon rugby. Notre défense prend un peu le déçu quand même, mais on perd un mêlée et Gallio, le pilier argentin, a presque marqué son deuxième. Ça va être 37-23. Le Garec est là et Dupont aussi, ça me perturbe un peu. Ils sont assez slippery, difficiles à plaquer les Argentins. On laisse les avants jouer un peu avec le ballon et ça fait du bien. On a du talent avant et il y a du talent arrière aussi parce que Gaëtan va marquer un essai malheureusement refusé. On finit le match en tête 37-23 avec Olivon comme joueur de match. Ouais, on avait parlé un petit peu d'Olivon la semaine dernière qui avait fait une très très bonne rentrée contre les Blacks. Il avait fait un grattage notamment déterminant et vraiment une belle rentrée. Il a fait là effectivement un match majeur. Je pense que c'est la grande leçon à retenir peut-être du management de Fabien Galtier, c'est qu'il a l'intention de faire tourner, qu'il ne faut pas en prendre ombrage. On peut sortir du groupe, on peut être remplaçant et on peut être l'homme du match le match d'après. Et j'ai d'ailleurs bien aimé Charles Olivon qui a été interrogé là-dessus. Il a dit le maillot n'appartient à personne. Et je pense que c'est une phrase qui est remarquable, qui est très intéressante et qui est révélatrice de l'état d'esprit dans lequel il est et dans lequel Galtier veut mettre ses joueurs. La star, c'est l'équipe. La star, c'est le maillot bleu. Et ce qu'on veut emmener, c'est le 15 de France. C'est pas un tel et un tel champion du monde. C'est le 15 de France un jour champion du monde. Et je pense que ça, c'est une transformation importante dans l'état d'esprit, de la même manière que Galtier a quand même fait considérablement évoluer son style de jeu, y compris depuis la dernière Coupe du Monde. Ce que je constate là, c'est que sur cette tournée, il y a eu quand même de très très longues phases de jeu où on était sans le ballon. En revanche, on a une efficacité défensive absolument redoutable et derrière une capacité à jouer en contre qui est exceptionnelle, qui est absolument exceptionnelle. On a un jeu au pied pour se sortir de ces difficultés-là, en particulier avec Ramos à cet endroit-là,
il se passe plus un match sans qu'il fasse la différence au pied sur des actions offensives ou qu'il aille chercher des 50-22 ou qu'il enchaîne les 100% au pied. Donc c'est du, rappelons-nous, hein, que ça s'appelle le rugby football. Hein. Ben là, il montre vraiment le talent qu'il a dans les pieds et l'importance du jeu au pied pour passer au-dessus des défenses, pour aller chercher juste à la course des très longs espaces de terrain gagnés entre guillemets gratuitement, parce que quand on a les jambes de Louis Bielbarré, ben, c'est beaucoup plus facile de traverser le terrain sans le ballon, parce que tout simplement, sans le ballon, on n'a pas le droit de se faire plaquer. Donc, moi, j'aime beaucoup cette transformation, ce côté pragmatique. Je pense que à l'issue de cette tournée qui est évidemment très réussie, on repart entre guillemets avec un regard neuf tourné vers l'avenir, vers le tournoi de destination qui approche, mais aussi vers toutes les grandes échéances et avec cette génération pour 2027 en ayant, je pense, un peu effacé l'immense déception de la Coupe du Monde de l'année dernière. Oui, c'est intéressant, comme tu dis, bah, par rapport à Thomas Ramos, tiens, il est troisième maintenant au niveau des points pour l'équipe de France, en fait. Donc, il y a toujours Michelin en tête, mais je pense qu'il va être vite fait, juste après ces 6 nations, il va être déjà deuxième. On voit que, tu vois, c'est pas encore un star sur l'équipe de France, mais cash, il était tellement bon en 10, mais c'est incroyable qu'on n'a pas pensé avant, dans un Mais sens. c'est très injuste parce que avec le niveau de performance, la succession de copies exceptionnelles qu'il rend, mais aujourd'hui, il devrait être la liste des meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, ce qu'il fait en club et avec l'équipe de France est tout à fait époustouflant. Hein. Donc, on a une chance incroyable d'avoir ce joueur. Il a la problématique d'être polyvalent. Donc, quand un mec présumé meilleur arrive en 10, bah, on le met en 15, puis il est bon quand même, etc. Il peut, pourquoi pas jouer au centre et tout. Mais en fait, c'est vraiment le monsieur plus de ce 15 de France, je trouve, sur la période qui s'ouvre, à voir comment on va transformer ça. Mais je pense qu'avoir un joueur de cette trempe dans les rangs d'une équipe, c'est un privilège extraordinaire. Ensuite, on a Louis Bielbarré, qu'on a vu arriver un petit peu sur la pointe des pieds en disant qui est ce petit gars qui enchaîne là aussi des spéciales bip bip, comme tu dis, parce qu'il a une vélocité qui est rare en fait à ce jeu. On a souvent des mecs costauds, on a souvent des mecs rapides, on a souvent des mecs les deux, mais il est très rare d'avoir des fusées pareilles, et on le voit à plusieurs reprises. Il dépose les mecs, il leur prend 3-4 mètres sur 30 mètres. C'est phénoménal. Ça ouvre un champ de possibles tout à fait nouveau quand on a à notre disposition des jeux au pied très précis et des gens capables d'aller aussi vite à la course pour conclure des contres. C'est incroyable parce que sur un côté, on a Penaud qui est genre une espèce d'interlope et sur l'autre côté, on a Bip sur un côté. C'est incroyable, en fait, d'avoir cette chance. C'est marrant, comme tu disais, par rapport au plan anti-Dupont, et c'est vrai que le 9 en face, il avait piqué 2 fois le ballon. Mais en fait, comme on a Ramos derrière, Louis, Bip, etc., en fait, on est super chanceux d'avoir tout ce monde. Et en fait, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Je trouve que Galtier, elle a pu jouer un peu. Il était pas juste safe en fait. Il a pas juste joué les meilleurs joueurs tout le temps. Il a quand même, on a vu des nouveaux visages, on a revu des visages d'avant. Il a quand même, on a quand même vu. Par exemple, c'était très agréable de revoir Olivon, de voir Gros, de voir Villiers. Galtier se projette maintenant vers 2027. Donc je pense que c'est un peu énervant parfois de se dire, bon, ce qui compte, c'est être champion du monde, donc dans 4 ans. Ouais, enfin, on a aussi beaucoup de matchs à gagner, on est là pour donner du plaisir, prendre du plaisir au public à toutes nos sorties, donc on doit être bon tout le temps. Néanmoins, sa mission à lui, son rêve ultime et ce qu'on veut qu'il aille chercher pour nous avec toute cette équipe, ce squad, etc., c'est quand même le titre mondial parce que on en rêve. On a fait plusieurs finales, on est passé pas loin, on a une équipe qui peut rivaliser, on le voit maintenant. Et donc, lui, il est obligé d'élargir un groupe et d'aller chercher des nouvelles têtes, de créer de l'émulation entre les joueurs pour que tout le monde ait envie de faire partie du dernier wagon. Et pour ça, il faut se constituer des souvenirs d'équipe, une capacité à jouer ensemble et à faire corps, à construire. On voit l'année dernière le Stade Toulousain, quand ils ont été champions de France et champions d'Europe, ils ont dit, c'est 50 joueurs qui jouent en première cette année. 50 joueurs. C'est énorme. Et en fait, c'est quand même la clé du succès. C'est-à-dire avoir un réservoir de joueurs de très haut niveau qui ne sont pas des étrangers ou qui ne sont pas impressionnés quand ils débarquent,
qui est de grande taille. Et on va en dire un mot après, les Gallois aujourd'hui qui ont un petit réservoir, ben on voit, c'est une grande, grande, grande difficulté pour rivaliser face aux grandes nations. Ouais, je reviens sur quelque chose que tu as dit aussi par rapport à on fait vraiment confiance à notre défense. Et par exemple, j'avais oublié de le dire, mais dans le match contre Nouvelle-Zélande, en fait, on perdait toutes les statistiques. Tu vois, on avait moins de Tout à ballons, fait. on avait moins de possession, on n'avait jamais rien en fait. Et finalement, c'est eux qui ont entre guillemets gagné statistiquement, mais c'est nous qui a gagné le match quand même. Et donc ça, Mais les Néo-Zélandais ont joué comme ça pendant très longtemps, avec une capacité à défendre, à ne jamais s'affoler et à planter des banderilles en contre absolument imparables. Pendant très longtemps, les Néo-Zélandais ont dominé leurs adversaires de cette manière-là, en faisant le dos rond, en étant capables d'être assez neutres, pas très spectaculaires. Puis parfois, bah, ils étaient capables de l'être extrêmement, mais ils passaient du temps à défendre, à travailler proprement les récupérations de ballons et à les envoyer à dame derrière. Moi, j'ai été super content aussi de voir un essai marqué par Gabin Villière, qui avait fait un match difficile contre les Blacks, mais qui avait quand même était bon en fin de match, notamment en défense. Là, il a été remarquable comme je l'adore, c'est-à-dire il ne lâche rien, c'est vraiment le clébard absolu, quoi. Il exactement. n'est pas spécialement spectaculaire ou il fait pas rêver, mais tu regardes une action, mais il est là, il est là, il est à nouveau là. Paf, il marque avec son petit gabarit, son petit poids, ben, il marque quand même contre les Argentins. Donc, c'est aussi des leçons et des bonheurs de voir des petits gabarits sur les ailes. On a deux ailiers là qui sont un petit peu des ailiers de poche, même si on les verrait de près, ils sont sûrement un peu costauds, mais c'est vraiment pas du Van der Merwe ou du George North ou des joueurs comme ça, pas du tout. C'est vraiment des joueurs rapides, malins, avec une abnégation incroyable et une envie de montrer aux gros que les petits peuvent être meilleurs qu'eux. Et moi, j'ai toujours adoré ça au rugby. Super bien dit. Je voulais juste dire une dernière chose par rapport à l'équipe. Je trouvais qu'ils étaient un peu durs quand même. Il y avait pas un joueur avec 8. Même l'homme de match, Olivon, il a que 7. Et je trouve ça assez marrant parce que c'est comme ils oublient qu'on a quand même mis 37 points sur l'Argentine. L'équipe qui a quand même battu Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud cette année. C'est pas un petit match non plus. On vient de gagner contre Nouvelle-Zélande. On pourrait dire bah tiens oui on fouf, il y a un relâchement. Et ben non, on a mis 37 points contre l'Argentine quand même. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils n'ont pas, on va dire, reconnu ça, l'équipe, de dire bah oui, bah quand même bravo les gars. Oui, ils sont un peu sévères parce qu'ils font un petit peu, je pense, la fine bouche. Ils auraient voulu quelque chose peut-être d'un petit peu plus spectaculaire et de plus de possession de balle. Hein, c'est des journalistes sportifs, l'équipe, donc ils aiment quand ça pétille, ils aiment quand c'est beau. Donc là, ils ont été peut-être un petit peu déçus qu'on soit pas, voilà, plus dominateur et plus maître du jeu. Voilà, je pense qu'on a tout à fait le job. Les Français terminent cette tournée à 3 victoires. C'était pas gagné. Après, il faut les relativiser, hein. Les Anglais, eux ont joué les Sudaf, les Australiens, les Blacks. Nous, on a quand même joué que les Blacks. Ouais, c'est vrai. Après, du top. Voilà, on a joué les Argentins, qui sont une équipe qu'on est toujours content de battre parce que ça nous réussit vraiment pas toujours. Ils ont souvent la recette pour nous embêter, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'Argentins qui jouent en France, qui nous connaissent très très bien, etc. Mais le premier match contre le Japon, c'est le quatrième match des Anglais. Donc, je trouve aussi qu'on n'a pas mis la barre à une hauteur énorme. Peut-être que c'était ce qu'il fallait. Réenclencher de la confiance, une histoire d'amour avec le public. On reçoit fin janvier les Gallois au Stade de France. Tout le monde aura envie de nous voir passer une raclée aux Gallois parce que les Gallois sont en ce moment mal. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour relancer la machine. Et je pense que ça, c'était un assez bon calcul. Bah écoute, moi j'ai adoré ça devant un peu de neige en fait chez moi. Est-ce que toi t'étais un des 66 000 spectateurs à un Stade de France? Ah non, j'étais pas au Stade de France, mais alors ce que j'ai vécu, c'était presque mieux. Donc peut-être les gens avec qui j'étais se reconnaîtront s'ils nous écoutent, mais j'étais chez des copains à côté d'ici, dans une salle avec un grand écran, un grand tapis avec au moins 15 enfants dessus qui hurlaient, avec une maman qui donnait le sein à son bébé, avec un menu composé d'os à moelle, de coquilles Saint-Jacques flambées au rhum, de jambon coupé avec une trancheuse professionnelle, de crêpes au Nutella à la fin. Et c'était absolument lunaire. Et en plus, dans ce salon, il y a un grand aquarium avec des poissons qui sont pêchés dans les temps d'à côté. Un aquarium froid. Les enfants, ils cavalent de l'aquarium au match, au stand à crêpes. Tout le monde gueule, tout le monde est content. Et moi, voilà, je les remercie de cet accueil absolument phénoménal et génial. Donc, Pierre, qui se reconnaîtra, qui était le grand maître de la soirée, bah, je t'embrasse et je te remercie encore. Ça a l'air très français tout ça.
Allez, on passe au match Irlande-Fidji. C'est Harley Davidson qui va être l'arbitre de ce match, qui va aussi se faire plaquer pendant le match, la pauvre, mais elle a bien géré. Elle s'est mise debout, on rigolait. Est-ce que c'est moi qui a fait l'ouverture, en fait, pour l'essai de Aki? Bon, on va dire que les avants des Irish, ils ont fait le boulot d'abord, avec 2 essais, un par Doris et après Van der Flyer. Ça ouvre l'espace, alors, pour le numéro 9, qui m'a marqué un essai, et ensuite, de nouveau 10, Pendergrass, avec un petit coup de pied pour son allié Hansen, qui va marquer 2 essais. D'ailleurs, toujours Pendergrass, je pense que c'est lui qui on va regarder, on va voir en fait pendant les 6 nations. C'était 28-3 pour le mi-temps et ça va pas s'arranger pour les Flying Fijians, ça finit 52-17. Ouais, c'est toujours des scores un petit peu cruels, on l'avait dit, hein, ils arrivent à sortir 1 ou 2 matchs. Après, les Fidji, c'est des équipes pour qui il est difficile de se réunir, de s'entraîner dans la durée, etc. Donc, sur 1 ou 2 matchs, ils arrivent à rivaliser. Après, arriver à contrer tous les niveaux de jeu de toutes les grandes équipes, etc., c'est trop dur pour eux, même si individuellement, chacun des joueurs qui est sur la pelouse pourrait être dans le 15 mondial. C'est juste ça. Ils sont toujours aussi extraordinaires, mais collectivement, c'est difficile pour eux de rivaliser plusieurs matchs d'affilée. En revanche, les Irlandais, effectivement, commencent à avoir des convictions et ils reviennent. L'après Sexton, on avait toujours dit que ce serait un challenge. Combien de temps ça va durer? Peut-être qu'avec Pendergrass, effectivement, ils sont en train de trouver le nouveau bonhomme. Ouais, ça fait un petit moment où ça flottait entre Crowley et Frowley, etc. Et maintenant, Pendergrass a un nom qui marque un peu plus, donc peut-être c'est pour ça. Petite note aussi, quand même, McCarthy, le jeune deuxième ligne, avec un autre essai. Donc voilà, il commence à marquer. C'est un joueur infernal, hein. Il nous a fait très très mal à chaque fois qu'on a joué contre lui. C'est un joueur redoutable. Pays de Galles, Afrique du Sud, on a dit pour Pays de Galles, c'était peut-être mieux d'avoir le gastro ce jour-là. Pays de Galles qui est un peu déguisé dans un maillot de Biarritz, on dirait presque, mais ça va pas les aider. Le premier essai, c'est par la deuxième ligne, Sudaf à 5 minutes, c'est 7-0. À 8 minutes de deuxième essai de l'autre deuxième ligne, bien sûr c'est Edsbet, avec un joli contre-rock, et après un 1-2 avec le 11. Impressionnant point de vitesse pour Edsbet quand même, je sais pas quel âge il a, mais c'est impressionnant, 12-0. Le 11, Ardensey va marquer son propre essai après, 19-0 à 19 minutes. Les Gallois ont leur premier ballon les Gallois ont leur premier ballon d'attaque à 25 minutes, mais ça va exactement nulle part. Il y a un autre essai pour les Sud-Africains, c'est 26-0 pour l'instant, mais les Gallois sont quand même un peuple fier. Dyer va marquer un essai juste avant la mi-temps. Encore 3 essais pour les Sudaf vers la fin de ce match. Tiens, toi, t'aimes bien les histoires de frères. Et le 9 et 10 dans ce match d'Afrique du Sud, en fait, Jaden et Jordan Hendricks sont frères. Ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, Jordan a marqué un essai à le dernier essai du match. Donc, ça finit 45-12. Les pauvres poireaux. Oui, belle histoire parce que l'Afrique du Sud, effectivement, a une très très belle équipe. On voit que, à part la charnière et le 15, c'est quasiment l'équipe qui nous a éliminés en quart de finale de la Coupe du Monde, hein. Donc c'est dire la stabilité de cette équipe, la puissance de cet effectif et la santé qu'ils ont. Hendrix, c'est vrai, tu penses, t'es leurs parents, t'es dans le canapé chez toi en Afrique du Sud ou t'es dans le stade et tu dis, bon, c'est mon équipe nationale, j'adore le rugby et mes 2 fils sont 9 et 10 de l'équipe. Bon, ben, c'est bon, je peux mourir, je pense. J'ai vu ça, c'est juste mythique. Franchement, c'est des grands coups de chapeau. Et puis ça dit à quel point aussi le rugby est souvent un sport de famille. Hein, quand même, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon copain Pierre, puisqu'il m'a dit, moi, tous mes enfants sont au rugby le samedi matin. Comme ça, j'ai une seule conduite. Je les laisse tous là-bas. Et comme ça, au moins, les filles et les garçons, et tout le monde est content. Ils reviennent plein de debout et ils sont absolument ravis. Je ferme la parenthèse. Par contre, je suis très inquiet pour le Pays de Galles. 11 défaites d'affilée. C'est une équipe qui n'a pas gagné depuis octobre 2023. Pas gagné un seul match depuis octobre 2023, alors que c'est vraiment un maillot de légende, voilà, pour notre sport. Donc c'est un petit peu, si tu veux, comme si, j'en sais pas, les Celtics ou les Lakers en NBA se mettaient à perdre pendant 1 an, quoi. C'est tonitruant, c'est dramatique. Je crois que la fédération galloise est truffée de problèmes et n'oublions pas que c'est un petit pays avec un petit réservoir de joueurs. Donc c'est inquiétant. Petit budget aussi. Le petit budget. Ce qui est juste intéressant, c'est que Warren Gatland, qui reste un grand sorcier du rugby, leur entraîneur, bah, il fait tourner, il met beaucoup de jeunes joueurs, il va chercher des gens qui vont se confronter à ces grandes difficultés et ensuite avoir la rage de vaincre et de renverser la table et de montrer que c'était pas vrai, c'était pas juste, c'était trop tôt, mais qui sont là, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, mais je pense que ça va être long et c'est inquiétant.
Oui, c'est vrai qu'en fait, au niveau des joueurs que j'ai reconnus, genre il y avait Jack Morgan, Wainwright là avec son super moustache, et franchement, il y avait pas beaucoup plus. Ah oui, il y avait Beard sans barbe en fait, tu vois. Mais franchement, il y avait 3 ou 4 joueurs, c'est tout, que j'ai reconnus dans cette équipe. Donc voilà, bon, on va les voir. C'est la prochaine équipe qu'on va voir en fait au niveau de 6 nations, comme tu Absolument, ils dis. viennent au Stade de France fin janvier. Oui, comme tu dis, un moment difficile. Je pense que c'est le pire saison depuis 1937. Ouais, c'est dire. Allez, on passe aux Blacks contre les Italiens. Le dernier match, c'était pendant le Coupe du Monde, et si tu te souviens, c'était 96-19, plus qu'un raclé. Est-ce que ça va aller comme on a dit, où les Italiens allaient les donner 20 bonnes minutes? En fait, ils mènent même 6-3 au début de ce match. Et voilà, finalement, c'est le 9 All Black qui va marquer un essai à 23 minutes. C'est 10-6. Mais ce n'est pas un pluie d'essai non plus, grâce à un bon défense, surtout Monti Ione. Le deuxième mi-temps, c'est un peu dans le même registre. Une équipe italienne assez frisky, assez énergétique, mais pas beaucoup d'essais dans ce match. Il faut attendre jusqu'à 70 minutes pour avoir un essai pour chaque équipe. À la fin, c'est 29-11. Peut-être chaque équipe est content, les All Blacks, car leur saison est finie. Et pour les Italiens, c'était leur meilleur match contre les Blacks depuis 2009. Oui, c'est un score qui est tout à fait honorable, alors qu'effectivement, ils avaient pris une déculottée mémorable à la Coupe du Monde. Donc là, on parle d'honneur. C'est-à-dire que les Rital se disent maintenant, on arrête d'en prendre 70 contre les Blacks. Ça n'est plus possible, quoi. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement réussi. Il y a quand même 4 essais à 1 à la clé. Donc, c'est un match qui est dominé. Je pense que les Néo-Zélandais, ils n'avaient pas envie d'appuyer trop sur le champignon parce que, comme tu le dis, c'est le dernier match de leur saison. Ils ont fait une très belle saison, une belle tournée, même s'ils ont perdu d'1 point contre nous, mais c'est vrai que ça aurait pu tourner de l'autre côté. Donc, je ne pense pas que c'était pour eux le match de l'année. Le match étant à peu près sécurisé, gagné, je pense qu'ils ont joué avec un peu le frein à main, comme on dit, tout simplement. Je note que, comme d'habitude, Jordan y allait de son essai, Barrett également. Donc, on continue sur des grands classiques. Mais je suis content que les Italiens n'aient pas pris 50. Et pour eux, un match comme ça, c'est un match c'est ce qu'on appelle, c'est la fameuse défaite encourageante. Allez, dernier match en noir pour Sam Cane. Plus de 100 caps pour lui, 103 pour être exact. Et il est numéro 11 sur la liste. C'est quand même incroyable. Est-ce que tu te souviens qui est celle qui a 153 caps? Oh non, je peux pas dire ça. C'était Whitelock. Peut-être tout simplement. Ah, Whitelock, bien Ouais, sûr, mais on devrait le savoir. Il a arrêté il y a absolument pas longtemps. exactement. 153 caps en deuxième ligne avec les All Blacks. Est-ce que quelqu'un réalise ce que ça veut dire comme performance, comme longévité, comme message du niveau du mec? C'est absolument fou. Daniel Carter, il devait être à plus de 100 aussi, je pense. Mais Ce qui, peut-être pas d'ailleurs. On c'est- regardera, tiens. ce qu'il faut, c'est ok aussi Boden Barrett qui est toujours là, il a 33 ans. Lui, il a 132 quand même. Et en fait aussi au niveau de points, il a fait donc ça c'était son 45e essai pour lui. Ça dit que ça veut dire qu'il est 5e en termes d'essais pour les All Blacks all time et 3e en termes de points. Allez, on passe un dimanche. Premier match, c'est Écosse contre Australie. Et match un peu étonnant, on va dire. Un bon début de match pour les Australiens qui avaient quelques opportunités, mais la défense des Écossais a bien tenu pour les premières 20 minutes. À la mi-temps, c'est 7-3 pour l'Écosse. C'est Tui Pulotu qui a marqué le premier essai. La deuxième, ça va être Van der Mel, super bien servi par un Darcy Graham qui est un peu partout en ce moment. Et la dernière, ça va être Finn Russell qui va marquer un essai important pour avoir les 27 points. Mais ce que j'aimais bien dans ce match, en fait, c'est la dernière minute, à 80 minutes, où les Australiens avaient le ballon, ils voulaient absolument marquer l'essai de l'honneur. Mais non, les Écossais, ils ont dit non, ça s'arrête là, monsieur. Oui, c'est un score qui met un coup d'arrêt à l'équipe d'Australie qui avait fait quand même une très belle tournée et qui avait montré des très belles choses. Je pense que c'est pareil, ils sont tous en fin de saison et peut-être que pour eux c'est un peu le match de trop. En tout cas, ça prouve que l'Écosse n'est pas une petite équipe. Ça fait quand même quelques années que l'Écosse montre des choses assez extraordinaires, plafonne contre les très gros mais fait des très bons tournois à destination, est capable de sortir des matchs de légende. Et ça s'appuie sur effectivement une série de joueurs, en particulier Van der Merwe, Tupulutu, qui ont marqué cette fois, et Finn Russell, le facétieux numéro 10 au physique de souris, mais dans un monde de géants, on va dire. Et puis les deuxièmes lignes, Richie et Darge, qui sont les troisièmes lignes, pardon, Richie et Darge, qui sont quand même des gros découpeurs. Donc cette équipe d'Écosse, elle monte tranquillement en pression avec une très belle génération. Et là, je suis très content pour eux qu'ils aient gagné ce match-là parce que ça va leur remonter aussi
le moral après une Coupe du Monde quand même assez ratée pour le tournoi destination et ça va en faire des beaux adversaires. Ouais, et l'homme de match, c'était bien sûr Blair Kinghorn, qui est à Toulouse en ce moment. Tiens, il y avait un Harry Potter sighting aussi, parce que si tu te souviens de lui, il joue pour le Leicester Tigers, et maintenant, il joue pour Australie aussi. Il avait le choix entre l'Angleterre et Australie, il a décidé de jouer pour Australie. Alors, c'est lequel, celui-là? Harry Potter. Okay. C'est celle qui s'appelle vraiment Harry Potter. Yeah, Harry Potter. You're a wizard, Incroyable. Harry. Incroyable. C'est pas du Quidditch. Il joue pas au Quidditch, non. Ouais, c'est ça. Allez, dernier match de week-end, c'est Angleterre contre Japon. 59 pour l'Angleterre, 14 pour le Japon. Ça, j'avais prévenu, Thierry. Oui, je pense bien. Les Anglais avaient à cœur de se racheter. Ils ont perdu de très peu des matchs dans lesquels ils avaient montré des belles choses. Donc, ils avaient une seule solution pour se faire un petit peu pardonner par leur public. C'était foutre une grosse raclée aux Japonais en disant, contre les très gros, on a perdu, mais de peu. Mais il n'y a pas photo contre les petits. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu photo. Ils ont fait, j'ai vu la deuxième mi-temps, moi, bon, c'était un défilé, alors que les Japonais, comme d'habitude, ne se sont pas échappés et n'étaient pas du tout ridicules. Physiquement, ils ont un peu souffert, mais ils sont quand même très déterminés, ils ne lâchent rien, ils sont absolument pas légers, ni dans leur défense collective, ni sur les impacts individuels, etc. Par contre, les Anglais ont montré beaucoup de conviction. Moi, je continue de penser que cette équipe-là a de l'avenir, qu'il faut surtout pas les enterrer parce qu'ils ont perdu les matchs contre les gros sur cette tournée d'automne et que les 6 nations, ça va être chaud. Oui, donc les Anglais qui reprennent un peu de joie, on va dire. C'était sur leur visage, je trouvais. Et aussi un nouveau tête, parce que Ollie Slightholm, quand même, c'était un bon série pour lui. Il était l'homme de match pour ce match-là, et je pense qu'il était 2e ou 3e au niveau des marqueurs de tous les essais pendant ce Autumn Nations Cup. Il y a eu notamment en deuxième mi-temps une chistera que je vous invite à regarder parce que c'est plutôt les Français qui nous ont habitués à faire ça. Exceptionnel, hein, une super passe au pied et Slade qui ensuite fait une passe dans le dos pour le 15 qui va marquer derrière. Ouais. C'est magnifique. Donc c'est des gens qui ont du ballon quand même. Hein. C'est pas que des bourrins anglais, quoi. Bien dit. Allez, je pensais que ça peut être sympa de faire un petit, on va dire 15 du tournoi de ce Autumn Nations. C'est pas si facile, donc je suis allé sur plusieurs sites anglo-saxons pour avoir un peu on va dire des Team of the Week. Donc voilà, donc on va commencer avec des piliers. Moi, je vais dire ce que j'en pense et tu peux me corriger si tu veux. Pour les piliers, j'avais 3 en tête. Je trouvais que Angus Bell a super bien joué pour les Australiens. Il était très bien nommé aussi Ferguson pour l'Écosse. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Georges-Henri Colombe, surtout pour son match contre Nouvelle-Zélande. Je valide. Pour les talonneurs, j'ai pensé Movaka quand même, et c'est le côté un peu français de moi. Et finalement, j'ai quand même dit Eddie George, dans le sens que quand même un Anglais qui est là presque sans cap maintenant, des moments difficiles, il a quand même marqué quelques essais, et je pense qu'il tient la baraque quand même pour son équipe en ce moment. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec Eddie George. En revanche, j'aurais pas donné mon vote à Movaka, notamment parce que sur les lancers en touche, il a quand même été un petit peu à côté de la plaque à plusieurs reprises. C'est un joueur dément, on en a beaucoup parlé, mais je pense que sur ce sujet-là, sur cette compétition, voilà, c'est un petit peu juste. En revanche, moi, j'aurais bien donné classiquement mon vote au talonneur des Blacks, Taylor. Pour la deuxième ligne, on peut simplement dire les Sudaf, parce que Elsbeth, il est pas vieux, ce mec, et c'est incroyable comme il est toujours jeune, il est partout, il fait des comptes, il fait des essais, il fait des plaquages, c'est quand même incroyable. Quand c'est pas lui, c'est Snyman qui est juste à côté, c'est quand même quelque chose. On pourrait dire aussi McCarthy pour l'Irlande, mais j'étais assez content de voir Meafou qui est vraiment à sa place sur l'équipe de France en ce moment. Ouais, tu oublies Skelton qui a fait des gros matchs avec l'Australie, donc c'est vrai qu'on est gâté en deuxième ligne sur la scène mondiale en ce moment. Il y a vraiment de tout, des joueurs extrêmement costauds et des joueurs qui savent tout faire, des grands athlètes. C'est difficile de faire une sélection, mais je pense que ce que tu as dit est vrai. Et je rajouterai aussi Mostert, l'autre Sudaf que tu n'as pas cité, qui est exceptionnel également. Donc avec tout ça, on a 5 ou 6 deuxième lignes qui se tirent la bourre, on peut voyager, je pense. Et dont 3 Sudaf quand même. Troisième ligne, tiens, le premier, je dirais, c'est Bouleron. En fait, 3 essais, c'est le plus pour un troisième ligne, il me semble, pour ce Autumn Nations. Sinon, beaucoup de All Black, CTT et Sevilla. Franchement, en troisième ligne, ils étaient incroyables pour les Blacks. Ouais, j'aime aussi l'anglais Cunningham South, qui est un joueur en devenir qui est exceptionnel, qui, je pense, va nous faire très mal dans les années qui viennent et va porter haut le rugby anglais. Je suis d'accord avec toi pour Boudéan parce que
ça devient un taulier. Il est tellement costaud physiquement. Je pense que on va pouvoir vraiment s'appuyer sur lui. Et puis voilà, Savea pour ce qu'il a montré, ne serait-ce que contre nous, et Sititi sur la tournée, c'est une fusée, c'est C'est un une joueur star, ouais. absolument unique. Donc ouais, je valide bien. Et j'aime bien parce que son nom est facile, CTT. Sinon, un petit coucou, Tom Curry et Underhill, c'est entre guillemets des vieux, des anciens pour les, on va dire des Anglais, mais j'ai l'impression qu'ils sont de retour et dis donc, ils sont bien présents. Ouais, les Anglais ont toujours eu des grands troisième lignes. Tu oublies Ben Earl aussi, le numéro 8, qui, sur cette tournée-là, n'a pas été le plus flamboyant, mais enfin, ça reste un joueur absolument extraordinaire. Allez, 9-10, 9, je vais aller pour le garde-roi, Roy Gard, le All Black. Et sinon, beaucoup ont dit Marcus Smith, mais je pense que Ramos, en fait, avec son 100% au pied pendant ces 3 matchs, je pense qu'il le mérite. Oui, Ramos a fait une tournée absolument extraordinaire. Donc pour moi, il est loin devant, même si Marcus Smith est un joueur qui nous fait rêver parce que c'est l'anti-ouvreur anglais au départ. C'est vraiment un joueur de ballon, un dévoreur d'espace, un joueur qui a des idées, qui est adroit, qui est facétieux, qui sait tout faire. Donc il est remarquable, mais je pense que sur cette tournée, Ramos est indétrônable tant il a été parfait en fait. Pour les ailiers, on peut dire Darcy Graham, le petit écossais, avec les 5 essais. On pourrait dire aussi l'anglais Slightholm. Je pense qu'il a fait 4 essais potentiellement. Bien sûr, il y a Louis Bip Bip pour nous. Et franchement, entre Colby et Mapimpe, RDC au niveau de Sudaf, c'est vraiment difficile à choisir deux de toutes ces personnes. Oui, c'est quasiment impossible. Tu oublies Téléa chez les Blacks, qui est un joueur magnifique, qui a fait une très très belle tournée aussi. Mais effectivement, je pense que pour nous, Français, on peut pas ne pas mettre Louis Bielbiarré parce qu'en C'est plus, certain. il a non seulement des jambes, mais il a cette jeunesse, cette fraîcheur. Il ouvre une fenêtre, t'as des gens qui ont envie de voir ce mec courir. Donc ça, c'est absolument top. Je pense que si on met effectivement Louis Bielbiarré d'un côté, Colby de l'autre et Téléa pour les remplacer, on peut voyager. Ouais, c'est ça. Au centre, un peu plus difficile que j'aurais pensé, potentiellement Ollie Lawrence pour l'Angleterre, mais en fait Dele Alli aussi pour l'Afrique du Sud, je trouvais qu'il était bien présent et bien lourd. Il est immense en fait, ce monsieur. Il est gaulé comme un troisième ligne, c'est pas Incroyable. compliqué. C'est un mec qui fait 1m90 et 110 kilos qui joue au centre. Voilà. Sinon aussi, on avait le jeune Joseph Suaalii d'Australie qui nous a beaucoup étonné dans un des premiers matchs d'Australie. Pour l'arrière, on pourrait dire Will Jordan qui était bien présent pour Nouveau Z, mais j'ai envie de donner à un Australien, Tom Wright, qui était très très présent, qui a fait un match avec 253 mètres carrés, pardon carrés, mais mètres courus plutôt. Donc voilà, je dirais plutôt Tom Wright que Will Jordan. Je suis d'accord avec toi pour le centre, hein, sur le, le joueur qui vient du 13, l'Australien, qui va être un grand monsieur du rugby dans les années à venir si on arrive à le garder au 15, parce que le 13 a souvent des sirènes très attractives, mais comme la Coupe du Monde 2027 est chez eux, je pense qu'il va avoir envie de tenter l'aventure au 15 durablement. Et je te donne Will Jordan aussi, parce que quelle longévité, quel joueur de talent. C'est vraiment le Néo-Zélandais élégant, en fait, efficace, régulier, qui ne déçoit jamais à ce poste magnifique et qui fait rêver tous les joueurs de rugby, le 15. C'est lui sur qui il y a tant de pression, les ballons hauts, il faut remonter les ballons, il faut être le dernier rempart défensif. On pourrait écrire des bouquins sur ce poste. Et Will Jordan serait un bon héros pour ce livre. Préface par Brice Dulin. En parlant de Brice Dulin, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à cette équipe de France et des choses que tu as vues pendant cette Autumn Nations? Écoute, moi je suis assez bluffé par la capacité de ce groupe à se réinventer, à intégrer des jeunes et à continuer la bonne performance. Je pense que Fabien Galtier n'y est pas pour rien. Il a un management, je pense, euh, intelligent de cette équipe. Il arrive à conserver leur confiance durablement alors qu'il n'a pas un caractère très facile. Donc je pense qu'il faut lui rendre hommage. Ça me paraît vraiment intéressant. Je suis content de voir arriver un joueur de la trempe de Boudéan en troisième ligne. Je pense qu'on n'a pas fini de le voir parce qu'il associe les grandes valeurs de combattant avec un physique à la Sudaf dont on a besoin. Mais quelque part, il me fait un peu penser à ce qu'était Thierry du Sautoir parfois, ou des joueurs de cette trempe-là. Donc je suis vraiment content de le voir arriver là. Et puis, voilà, petite inquiétude, moi, sur les piliers, parce que je vois que Winnie Antonio est pas éternel. Il y a une relève, mais je vois que les autres nations ont aussi des grandes relèves de piliers. Donc j'attends que des piliers sortent du bois, des Français. Je regarde pas mal le top 14, donc je les vois pas trop.
les futurs cracks. On avait celui qui était arrivé au Racing, la Clayat, qui était vu comme le futur espoir du poste, pilier droit. Pour l'instant, il plafonne un peu, il n'y arrive pas. Mais c'est aussi des postes sur lesquels il faut durer un peu pour prouver sa valeur. Et on n'est pas un pilier facile, international à 21 ans, comme ça tombe pas sous le sabot d'un cheval. On a quand même vu l'Argentin, Galio, que tu as nommé, pilier gauche, il est remarquable. C'est un assez petit joueur, il a fait mal à Win Antonio quand même. Donc voilà, j'ai une petite réserve sur, non pas les talonneurs où on est très très gâté, mais sur les piliers. J'attends la confirmation. Et est-ce que tu as un avis par rapport les annonceurs et tout ça sur TF1? C'est marrant parce que moi, je regardais pas mal sur beIN Sport et j'ai beaucoup aimé Xavier Garbosa en général. Je trouvais qu'il était bien présent. J'aimais beaucoup la façon qu'il parlait, très facile à suivre pour moi. Mais en fait, c'est pas un truc que je suis très sensible. Comme c'est pas ma langue, en fait, j'entends quasiment pas. Tu vois, Je regarde. Ouais, je regarde beaucoup et je prends mes notes, etc. Mais je suis pas vraiment dans l'écoute profonde, on va dire, des gens. Très honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Moi, j'aime bien quand c'est France 2 parce que j'aime beaucoup Yachvili. Voilà, donc là, j'ai trouvé qu'ils ont fait le job. Voilà, Ouais. mais j'y accorde pas non plus une importance démesurée. Je suis un peu comme toi. Ouais. Bon, bah écoute, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi et avec tous nos chers écouteurs. Vous étiez beaucoup à nous écouter pendant ce fameux Autumn's Nations. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc j'espère qu'en 2 semaines que j'aurai un petit interview surprise pour vous comme un petit cadeau de Noël. Oh, mais tu nous gâtes, c'est toi le papa Noël du Jura. C'est ça. Moi, j'ai la barbe et les cheveux gris. C'est ça. Bon, on vous embrasse tous. Merci effectivement d'avoir été fidèles à notre podcast qu'on essaye toujours de garder un peu sérieux, un peu cool et surtout familial, n'est-ce pas Thierry? Ouais, exactement. Et avant de partir, je voulais te dire que je vais faire Thanksgiving, mon cher Théo. Mais j'espère bien. Je me rappelle du Thanksgiving que j'avais fait chez toi il y a pas mal d'années. Avec Charlie. Où la dinde était presque aussi grosse que la table. Donc j'espère que celle-là sera belle aussi. Ouais, tu sais, il y a 1 an, en fait, on avait un dinde qui était tellement grand qu'on n'arrivait pas à le mettre dans le four. Et donc il fallait le casser, casser le dos de la dinde pour le mettre dans le four. C'était assez marrant. Donc voilà, un bon Thanksgiving pour moi et un joyeux Noël pour toi. Exactement, à tous nos auditeurs, un joyeux Noël. Et puis on embrasse notre Charlie comme d'habitude, qu'on espère retrouver bientôt. Et puis vraiment d'ici le mois de janvier, préparez-vous parce que le tournoi Destination va être chaud. Allez, ciao, ciao.